Alors bonjour à tous. Pour illustrer le bridge entre Cinema 4D et After Effects, je vous propose de réaliser ce petit objet, donc un simple smartphone, à partir juste d'une texture face avant, face arrière. Et puis voilà, donc une modélisation très simple. Et l'idée, ce serait de remplacer le contenu de l'écran dans After Effects par quelque chose qui nous appartiendrait. Donc là, ce qu'on peut remarquer tout de suite, si on doit décrire un peu l'exercice, c'est que vous voyez que j'ai rajouté une map de réflexion sur un sky. Cette map, on pourra l'extraire sous forme de passe et venir la compositer sur notre film final, ce qui peut rajouter un petit peu de réalisme à notre rendu. Donc l'intérêt de ce type de technique, c'est que ça va très vite. La modélisation, elle n'est pas optimum, mais vous voyez que même si on fait des rendus assez proches comme ça, avec un peu de profondeur de champ, donc elle n'est pas activée là, actuellement, mais vous voyez qu'on est sur des rendus assez qualitatifs. En tout cas, ça fera parfaitement le job. Alors, d'un point de vue de la préparation, pas grand-chose. Sur Photoshop, je me suis fait un fichier PSD avec la face avant, la face arrière. Et à partir de là, je les ai isolés avec deux alphas, mais techniquement, on n'aura pas réellement besoin de ces alphas. C'est juste, voilà, je voulais pouvoir les détourer si jamais je voulais travailler sur la transparence, ok, autour. Mais on va voir qu'il n'y aura pas forcément besoin de ça. Ensuite, j'ai importé cette texture dans Illustrator et tout simplement, j'ai fait des courbes de Bézier là pour isoler les parties que je souhaite mettre un petit peu en volume. Par exemple, ici les boutons, la coque, et puis surtout l'écran, qui va nous servir à la fois de masque d'objet, puisque ça va nous permettre de récupérer un objet noir et blanc dans Cinema 4D, et de pouvoir l'utiliser sous forme de cache en LumaMate dans After Effects. Alors, à noter que j'ai mis mes courbes de Bézier en bas à gauche. C'est le point 00 du monde de cinéma 4D, donc ça peut être intéressant, mais techniquement on pourrait le refaire pareil en laissant les choses comme ça et puis en ramenant nos splines au niveau 0 du monde. À noter aussi que, alors là pour le coup je ne suis pas sûr de ce que je vous dis. Jusqu'à présent, j'avais toujours l'habitude d'enregistrer au format 8 les fichiers Illustrator. Donc pour ça, je faisais fichier enregistrer sous. J'enregistrais au format Adobe Illustrator, enregistrer. Et à partir de là, j'ai la boîte de dialogue qui me propose le choix de l'enregistrement. Donc ici, je passais systématiquement en 8. Mais finalement, là, j'ai essayé d'ouvrir le fichier 2020 que j'avais fait précédemment et ça a marché dans la R23. Alors je vous avoue que je ne sais pas quand est apparue cette subtilité-là, mais si on peut les ouvrir clairement en gardant notre modèle actuel, c'est quand même beaucoup plus agréable. Ok. Donc voilà, c'est tout d'un point de vue de la préparation. Donc on peut passer dans Cinema 4D. Ok, donc je me crée une nouvelle scène et à partir de là, je fais File, Open, Open Projet et on va se choisir donc le fichier AI, Open. Oui. Donc une boîte d'import, Illustrator, ok. Et donc je me retrouve avec les courbes que j'ai tracées dans Illustrator. J'ai pas besoin de la grille, donc je vais la masquer. Filter Workplane. Ok, comme ça me permet de voir un petit peu mieux ce que je fais. Donc clairement, toutes les splines associées, vous voyez que toutes ne sont pas utiles. Donc là, j'ai un neutre. Je vais ouvrir la hiérarchie. Regarder un petit peu comment sont gaulés les éléments. Donc là, bah, passe 1, c'était les limites de documents d'Illustrator. Je vais les supprimer. J'en ai pas besoin. Passe 3, j'ai encore des limites de documents là, donc bah, j'en ai pas besoin, je vais les supprimer. Mais ce que je voudrais en fait, c'est isoler les trois parties qui m'intéressent, à savoir la coque, l'écran et les boutons, sur trois objets séparés pour leur mettre de l'épaisseur. Ok, donc ici, je vais passer en mode point. Euh, je suis
Ouais, mon neutre, il n'est pas exactement situé au centre. Je vois qu'il y a un petit écart ici. Bon, n'hésitez pas à le replacer. On va le replacer tout de suite, hein. 0, je vais passer en mode modèle. 0 tab 0. Voilà, comme ça me ramène mon neutre exactement au centre de l'écran, ce qui sera pratique parce que techniquement, après, si jamais je veux faire tourner le téléphone sur lui-même, ses coordonnées soient bien en place, ça peut être top. Donc 0 de rotation, 0 de position. Ok. Pareil, lui, il n'est pas exact. Ah oui, je suis en mode World, donc je peux le mettre en objet relatif et mettre ses coordonnées idem à 0, tab 0, de telle façon à ce qu'on soit vraiment pile au centre de l'objet. C'est important puisque vous allez voir quand on va séparer les objets, les splines, elles vont garder les mêmes coordonnées si on les extrait via une fonction de Cinema 4D qui s'appelle split. Elles vont partager les mêmes coordonnées spatiales. Donc ce sera extrêmement pratique, vous allez voir, notamment pour des notions de projection de texture. Ok, donc je reviens sur mon passe 3, je vais sélectionner un point, par exemple, de l'écran, celui-là. Et l'idée, c'est qu'on va sélectionner tous les points associés à cette spline-là. Donc on a plein de façons de le faire. La plus accessible, c'est de faire V, le raccourci V, Select. Donc on a toutes les options de sélection. Et puis là, on a un mode qui s'appelle Select Connected. Et vous voyez que le raccourci, c'est UW. Donc on va l'utiliser 3 fois ici, donc autant retenir. UW. Et vous voyez qu'il m'a isolé tous les points appartenant à l'écran. Donc ça m'intéresse. Ça, c'est une spline qui m'intéresse. Donc à partir de là, clic droit dans la vue et je peux faire un split. Et là, le raccourci, c'est UP. Ok, donc UW, sélectionner les éléments connectés, UP, les extraire. Donc si je fais un split ici, vous voyez que l'objet qui est maintenant sélectionné correspond à l'écran. Donc c'est-à-dire que je peux le renommer écran. Je reviens sur mon pass 3. Je sélectionne un des points de la coque. UW, il sélectionne tous les éléments connectés. UP, il les extrait sous un autre objet qui s'appellera donc coque. Je reviens sur mon pass 3. Cette fois, je vais me prendre en sélection rectangulaire des points appartenant au bouton, par exemple ceux-là. UW, UP. Et à partir de là, je vais appeler ça bouton. OK. Donc le pass 3, j'en ai plus besoin parce que tout le reste, c'est des spins qui ne me serviront pas, donc je peux les supprimer. Ok, donc première chose à checker, mais normalement c'est bon puisqu'on l'a réglé juste avant, c'est s'assurer que les 3 objets possèdent exactement les mêmes coordonnées. Même les 4, même le neutre. Ici, je peux le renommer iPack. iPack. Ok, donc tous ces objets possèdent les mêmes coordonnées. Ça va être pratique lorsqu'on travaillera sur les textures. Ok, donc là, on va mettre un tout petit peu d'épaisseur à nos objets. Donc, on n'a qu'à commencer par la coque. Donc, j'appuie sur Alt pour mettre directement la fonction d'extrude en parent de coque. Donc, si je fais Alt et je viens chercher la fonction d'extrude, ok, je m'aperçois que la projection se fait devant, ce qui m'intéresse pas trop. Techniquement, je voudrais qu'elle se fasse à l'arrière. Donc, je vais faire CTRL Z et juste sélectionner mes 3 splines. Visiblement, le sens est inversé. Donc je vais passer en mode point. Donc, clic droit dans la vue. Et là, vous avez une fonction qui s'appelle Point Order. C'était replacé dans des menus un peu différents donc, par rapport aux autres versions de Cinema 4D. Autrement, vous trouverez un clic droit Reverse Sequence. Ok. Donc on peut retester maintenant. Je sélectionne coque. Alt. Extrude, ok, ça part dans le bon sens, enfin c'est comme ça que je le voyais. Et ça serait bien quand même de voir notre maillage, parce que là on ne le voit pas, donc vous choisissez n'importe quel display avec, vous voyez le mode line, ici. Donc moi je veux travailler avec le raccourci NB, donc gros shading line, comme ça me permet de checker mon maillage, vous voyez ici. Ok, donc je trouve que c'est un petit peu dense ici. Donc pour ça, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement revenir sur la nature et l'interpolation de la spline. Donc je suis en Bézier, ça me va très 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 bien. Par contre, en adaptative,
On pourrait augmenter la valeur d'angle, ce qui fait que ici, par exemple, on passe à peu près sur du 90 degrés, mais comme c'est une valeur de 5 degrés, tous les 5 degrés d'écart, il nous rajoute une subdivision. Si je le passe à 30, vous voyez que j'aurai beaucoup moins de subdivision. Le seul problème, c'est que ça a tendance à facetter un tout petit peu les angles. Donc je peux mettre 15, essayer de trouver un compromis entre arrondi de l'objet et valeur de l'angle. Bon, franchement, je n'ai pas embêté, je vais plutôt changer la nature même de la spline. Au niveau de l'interpolation, je vais passer de adaptative à uniforme. L'intérêt, c'est que j'aurai une segmentation régulière de tous mes points sur la totalité de la séquence. Et à partir de là, d'augmenter le nombre, parce que vous voyez que je suis encore un peu facetté ici. Je pense que je peux multiplier par 2, donc 16. Ok, même allez, 24. Ok, là on a un résultat qui sera très proche de notre solution. C'est encore un petit peu facetté, mais bon, en tout cas, c'est très propre. Ok, à partir de là, j'ai pas besoin d'une aussi grande longueur, donc je vais revenir sur l'extrude. En même temps, franchement, à ce niveau-là, je me dis que je pourrais le laisser en adaptatif, avec une valeur peut-être un petit peu plus légère, 10, vu le nombre de points. Bon, écoutez, ouais, ça me semble déjà plus propre. Ok, donc on n'a pas besoin d'une grande longueur comme ça, donc dans l'extrude. Je vais passer dans l'onglet objet et par défaut l'offset il est de 1 mètre, ce qui me semble beaucoup. Je vais mettre plutôt 2 cm. Ouais, ça me semble plus propre par rapport à notre épaisseur. C'est pas un smartphone récent, donc il avait un petit peu d'épaisseur à l'époque. Ok. Au niveau des couvercles, ce qui serait intéressant, ce serait de marquer un peu le biseau, puisque on l'a vu dans on l'a vu dans le document Photoshop. Il y a un petit débord ici, donc je vais passer dans Cap, le deuxième onglet, et je vais augmenter la taille, le size du bevel. Donc je vais passer à 0.2, on va tester. Ok, c'est pas mal. Par contre, j'aimerais bien qu'il soit un peu gravé, c'est-à-dire qu'il rentre un petit peu à l'intérieur. Donc dans ce cas-là, ici, je vais passer en curve. Ok, donc là, on revient sur du solide, techniquement, à cause de la spline ici. Et à partir de là, je voudrais changer la nature de la spline. Donc pour ça, vous avez des presets. Donc si vous faites load preset, vous voyez qu'on a tout un paquet de presets. Bon, je pense que quelque chose comme half circle, ça peut être pas mal. Sauf que c'est très large, donc parce que par défaut il a 5 cm, donc je vais mettre 0.2. Ok, il est un peu gravé ici, donc c'est pas mal. Segment 30, ça me semble un peu beaucoup. Je vais mettre 12. Ok. Euh, en extended shape, ouais, ça me semble plutôt pas mal. J'ai peut-être pas besoin encore d'autant. Je vais mettre 6. Voilà, histoire de trouver un compromis intéressant entre les deux. Je pense que je peux élargir un tout petit peu. Je vais mettre 0.3 par rapport au bouton. Ok, ça me semble plutôt bien. Je réadapterai en fonction de la texture. Ok, donc ça sera un bon élément là-dessus. Au niveau du 8, bah, du fait que je suis en élément curve, ça fonctionne assez bien puisque le débord se fait vers l'extérieur, donc ça me va bien, l'écran est bien placé. Ok. Voilà, bon, ça c'est bon, je peux le renommer coque. Pour l'écran, bah pareil, Alt extrude. J'ai pas besoin d'autant de longueur, donc objet, je vais faire du 0.5, histoire que ça rentre dans la forme. Donc si j'affiche le maillage display line, vous voyez que je suis dans la forme, mais je ne vais pas avoir besoin du couvercle intérieur puisqu'on ne le verra pas, donc n'hésitez pas à le décocher, de telle façon à ce qu'on n'ait pas le couvercle, le polygone qui soit à l'intérieur, qui soit affiché. Ok, donc ça me semble plutôt bien.
Je peux le renommer écran. Et pareil pour les boutons, donc là je vais repasser en Go Shading Line. Ok, ça me semble bien parce que là je vois, alors checker, pour histoire d'être sûr, n'hésitez pas à créer un matériau, couleur, je vais mettre une couleur assez visible, par exemple du bleu, et de le coller sur l'écran. C'est juste, il faut qu'on s'assure, voilà, que l'écran s'affiche parfaitement bien dessus. Et là, vous voyez que l'écran est coplanaire par rapport à la surface de l'écran, enfin de la coque, et donc du coup, ça pose un tout petit problème. Donc, je vais juste décaler un petit peu mon écran. En Z, je vais mettre moins 0,02. Voilà, juste histoire de placer un tout petit peu devant et être sûr qu'il ne soit pas exactement à la même position spatiale en Z par rapport à notre élément. Ok, donc ça c'est bon. Et les boutons Alt, Extrude, pareil, je pense que là 0.5 fonctionnera assez bien. Ok, et on peut lui rajouter un petit peu de bevel. Donc je vais aller dans Cap. On n'aura pas besoin de couvercle intérieur, donc pareil, hein, si vous voyez, si j'augmente un petit peu, histoire de vous montrer, voilà, ici on n'a pas besoin de couvercle, de fermer, parce que de toute façon, ce sera à l'intérieur de la forme. Ok. Donc, on a dit 0.5. On va rajouter un peu de cap. Donc, ici, en round, très bien. Et là, je vais faire du 0.3. Ok, c'est peut-être un peu beaucoup. 0.15. Ok, c'est pas mal. Bon, il y a un peu beaucoup de subdivisions, mais franchement, on va être en projection, donc on va pas s'embêter avec ça. Les points ici sont pas super jolis sur la coque, donc peut-être qu'on peut prendre ces deux points-là, celui-là et celui du dessus. Je trouve qu'ils sont un peu cassants, et faire un clic droit soft interpolation, ça va permettre d'étendre un tout petit peu l'élément, mais au pire je pourrais revenir sur ces points-là et vous voyez les remonter un tout petit peu pour essayer de retrouver un calage qui sera peut-être un peu plus propre par rapport à notre smartphone. Ok, donc bah, techniquement le téléphone est modélisé. On va créer un matériau qu'on va venir coller sur l'extrude coque, pas sur la spline. La spline n'a pas d'épaisseur, donc vous ne pourrez pas la rendre. Ok, on va l'appeler ça iPack avant, AV. Et on va aller chercher donc une image que vous aurez, enfin votre smartphone, hein, si vous trouvez votre image. Je ne vais pas la mettre dans couleur, je vais mettre plutôt dans luminance. Et aller chercher donc le fichier que j'ai préparé qui s'appelle ipack.psd. Open. Ok, donc voilà ma texture et on voit la façon dont elle se projette par-dessus. Et cette projection, donc, elle est associée à de l'UVW. UVW mapping, donc pour accéder aux propriétés de projection, vous cliquez sur la petite boule qui est au bout de coque. Donc ça ressemble franchement à ça, mais vous voyez que ici, ça c'est le matériau, je double-clique dessus, j'accède au matériau. Par contre, si je clique une fois là-dessus, j'accède aux propriétés de projection. Donc là, on parle de propriétés de projection. Méfiez-vous parce que si vous double-cliquez dessus, en fait, vous accédez aux mêmes attributs que cela. Vous voyez, sauf que ne sont montrés ici que les matériaux concernés par l'activation. Si par exemple ici j'active la couleur, vous allez voir ici apparaître le canal de couleur et ça me permettra éventuellement de ne pas avoir à aller dans le gestionnaire de matériaux pour éditer les valeurs. Okay, donc moi j'ai pris plutôt l'habitude de double-cliquer sur l'éditeur de matériaux quand j'ai besoin de travailler sur le matériau et de cliquer juste une fois pour travailler sur les propriétés de projection. Ok, donc, propriété de projection, c'est clairement pas adapté à notre modèle. Donc ici, je vais changer la projection de UVW mapping à flat. C'est un simple plan qui va projeter la texture selon l'objet. Alors ce plan, on peut le matérialiser. C'est-à-dire que si je sélectionne l'objet coque, l'outil de projection, et que je passe en outil texture, voilà la taille réelle de ma texture projetée. Alors on pourrait jouer sur l'outil mise à l'échelle et changer la valeur
tenter de l'adapter au mieux et essayer de retrouver notre téléphone, on a une fonction beaucoup plus rapide pour ça. Vous faites un clic droit sur la propriété de projection, et là vous avez une fonction qui s'appelle Fit to Objet. Voulez-vous inclure les tailles des sous-objets, en l'occurrence la spline? Oui. Et vous voyez que vous êtes directement à l'échelle. Ok, alors c'est là où je vous disais au niveau de la coque, vous voyez que ma coque est un tout petit peu large, donc j'ai envie de reprendre un tout petit peu mes points. Donc je vais sélectionner mes points sur la spline coque et ramener peut-être un petit peu mes points de telle façon à masquer ce blanc que je vois ici. Quelque chose comme ça. J'essaie de tout prendre. Ok, et puis voilà quelque chose. Ok, parfait. Là, je suis pas si mal que ça. Peut-être ce point-là, le ramener un petit peu vers le bas. Peut-être baisser un peu tous ces points-là. Ok. En bas, ouais, ce point-là, il est un peu bas également. Je pense le remonter un petit peu plus plat par rapport aux autres. Bon, je suis pas si mal que ça ici. Peut-être remonter quand même un tout petit peu. Bon, voilà, on va faire comme ça. Comme ça me semble plutôt pas mal. Très bien. Donc ce que je vous disais tout à l'heure au niveau des projections, c'est que puisque nos trois objets possèdent exactement les mêmes coordonnées spatiales, c'est-à-dire que la propriété de projection de l'une est valable pour tous les autres objets. Donc si par exemple ici sur les boutons, avec CTRL, je copie ma texture sur l'autre objet, automatiquement mes boutons se voient également parfaitement mappés. Ok ? Donc là c'est pareil, il y aurait peut-être quelques petits ajustements à faire, mais bon, on va pas s'embêter puisque vous avez compris le principe. Peut-être sur les extérieurs, ici c'est un peu pas terrible. Donc je vais sélectionner ces points-là, juste ramener un peu cela, voilà, pour mettre à peu près dans l'angle. Là ça a l'air bon, et ceux-là, pareil, ils sont un peu serrés sur le côté. Et je vais les décaler un petit peu, comme ça. Ok. La qualité dans l'aperçu de la vue est pas géniale sur la texture. Encore une fois, c'est qu'un aperçu, donc c'est pas le rendu final. Si vous faites un rendu, vous voyez que la texture sera plus définie. Juste ici, si vous voulez travailler avec la meilleure qualité dans la vue, n'hésitez pas à passer dans le matériau, Viewport, et de choisir le Texture Preview Size à No Scaling. Comme ça, vous récupérez la qualité initiale de la texture là-dessus. Je vais renommer ce neutre-là bouton. Ok. Voilà, donc le problème de la projection frontale, c'est qu'elle traverse les objets. Donc il va falloir qu'on trouve le moyen de limiter au couvercle avant cette texture-là. De faire une copie de ce matériau-là avec CTRL, je vais le renommer arrière, AR. Et on va aller chercher donc la face, le calque 2 de mon fichier PSD. Donc je rentre dans ce matériau-là, dans Luminance, puisque c'est là où j'ai mis tout à l'heure mon iPack.psd. Je clique sur l'aperçu. Là, j'ai le Layer Set Select. Et là, vous voyez que vous avez la possibilité de choisir un des calques de votre fichier Photoshop. Et là, en l'occurrence, celui qui nous intéresse, c'est le calque 2. OK. Donc là, j'ai bien le calque 2 qui apparaît ici. Et donc, même chose, si on a fait la projection ici, on peut considérer que celle qui est derrière est identique sur l'élément. Donc, avec CTRL sur ma coque, je vais avec CTRL dupliquer ma texture et on va remplacer cette même propriété de projection par notre face arrière. Ce qui fait qu'on retrouve bien notre face arrière là-dessus. Donc voilà, techniquement c'est intéressant, sauf que du coup je tourne et je retrouve également la face arrière ici. Donc il faut trouver le moyen de faire en sorte que ici ce soit limité à la face avant et derrière à la face arrière. Ok, donc pour ça, si vous êtes dans la R23, R22 je crois, ça va déjà été changé. Si vous cliquez sur
l'objet coq, vous voyez qu'on a un onglet qui s'appelle sélection. Et ici, on a des variables S, C1, C2, R1, R2. Ok. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est le start cap pour la face avant. Et la face arrière, ben, du coup, C2, N cap. Ok, donc quand on veut limiter l'action d'une texture à une zone précise, on peut ici glisser une sélection. Donc, connaissant les variables, puisqu'elles me sont données dans coq, C1 et C2, je peux limiter ici à la sélection C1 majuscule, donc C majuscule 1, ok, pour celui-là, et celui-là, C majuscule 2. Ce qui fait que sur la face avant, on aura bien notre élément, et sur la face arrière, notre deuxième élément. Bon, là, je vois que j'ai un petit problème sur mon écran. Je vais revenir un tout petit peu sur mes points également. Je m'aperçois qu'ils ne sont pas super raccords par rapport à mon écran. Bon, voilà quelque chose. On ne va pas non plus être plus précis que ça. Cool. Donc, c'est-à-dire qu'on a bien notre environnement. Mais par contre, on n'a pas réglé le bord, puisqu'on est toujours dans la projection un peu métallique de notre objet ici. J'aimerais bien un côté un peu plus dynamique. Donc, on peut peut-être créer, parce que là, vous voyez qu'en termes de rendu, c'est super rapide, donc ça me va très très bien. C'est assez réaliste, techniquement. Mais voilà, j'aimerais quand même un petit côté un petit peu plus en relation avec des réflexions, même s'il n'y en a pas actuellement. Donc, je vais me créer un troisième matériau. Et ce matériau-là, pour vous montrer un peu comment il fonctionne, admettons que je choisisse une couleur très marquée, par exemple du rouge, et que je le glisse sur ma coque. Le fait qu'il apparaisse en troisième position fait qu'il va recouvrir tout l'objet. En fait, il faut voir ça comme un mur avec des papiers peints qui sont rajoutés au fur et à mesure des gens qui habitent la maison. Donc ça veut dire que si la première personne a peint les murs en rouge, c'est-à-dire elle arrivait la première, et ben automatiquement les murs seront rouges. Par contre, le deuxième occupant est arrivé et lui, il a mis du papier peint face avant, et le troisième est arrivé là-dessus, il a mis du papier peint face arrière. Donc à partir de là, vous voyez qu'il y a un sens qui est très important ici, toujours hein, de haut en bas et de gauche à droite dans Cinema 4D pour lire les informations et les prioriser. Et à partir de là, c'est-à-dire que moi, si maintenant je change ce matériau pour lui donner un autre type de rendu, je ne suis pas obligé de lui mettre une quelconque variable dans quoi que ce soit. Il y a juste à faire en sorte que le matériau soit à ma convenance. Donc ok, je vais rentrer dans ce matériau-là. Je vais désactiver la couleur. Et on va simuler une réflexion, mais à partir d'un fichier JPEG de réflexion. Donc l'intérêt, c'est que notre temps de rendu sera super rapide. Et puis, ça va donner un petit côté un peu plus dynamique à notre image. Donc je vais désactiver la réflectance. Et pour ça, on va utiliser un canal qui s'appelle l'environnement. Et ici, je vais aller chercher donc une texture de type, vous voyez, un peu réfléchissante, comme une boule chromée mise à plat. Ok, et vous voyez, le rendu est plutôt sympathique, mais surtout, il a assez, ouais, il réagit à l'angle. Donc il n'y a aucune réflexion et les temps de rendu sont super rapides. Ok, donc bah, j'aime bien ça, sauf que je trouve qu'il a une petite teinte légèrement sépia, alors que quand je vois les chromes plutôt là-dessus, ils ont plutôt une teinte bleue. Donc on pourrait faire en sorte de reproduire ça en mettant peut-être un filtre comme des courbes de Photoshop. Donc je vais cliquer sur le petit triangle ici et choisir le mode filter. Ok, je rentre dans l'aperçu et ici je peux changer la saturation, essayer d'en trouver une qui soit peut-être un petit peu plus bleue, bleu légèrement avec une petite pointe de rouge. Voilà, quelque chose comme ça, je pense que c'est pas mal. C'est un peu saturé, donc peut-être baisser un peu la saturation. Ok, ça me semble pas mal. Vous voyez que là, on a des bleus, des dégradés. Voilà. En tout cas, ça me semble déjà un peu plus raccord par rapport à mon élément. Je crois que c'est encore un peu saturé. Donc, je vais encore désaturer un petit peu.
Voilà, histoire de revenir à peu près sur ces grilles du gros bouton avec une toute petite pointe de bleu. Ok. Puisqu'on est sur les ajustements de couleurs, si je fais un rendu, vous voyez que j'ai plus de contraste sur ces noirs-là que sur ces noirs-là. Donc peut-être qu'on peut revoir également un petit peu les matériaux associés. Donc luminance, pareil, je vais mettre ça dans un filter, rentrer dans le filtre et rajouter peut-être un tout petit peu de contraste. Donc par défaut, je suis à 0%, je sais pas, je vais mettre 5. Ça semble bien sur le papier. Faut voir ce que ça donne au rendu. Bah, franchement, comme ça, c'est plutôt pas mal. Je vais tourner derrière. Donc pareil, double-cliquer sur le matériau, luminance, filter. Et rentrer dedans. Et donc en contraste 5. Ok. C'est peut-être un peu moins joli ici. Bon, après, je suis pas parti d'une texture super qualitative. Mais en tout cas, voilà, la partie modélisation est plutôt rapide, plutôt bien faite. En tout cas, même, vous voyez, même sur un gros plan comme ça, contre l'air, on va avoir une impression un peu réaliste, d'autant plus si on joue sur de la profondeur de champ, etc. Bon, bref, c'est plutôt pas mal. Peut-être ce qu'on pourrait faire en prévision de l'exercice d'export vers After Effects, c'est de remplacer l'écran et de rajouter un environnement. Et donc du coup, quelque chose qui va se refléter dans l'écran. Et cette passe d'environnement, cette réflexion sur l'écran, on pourra la compositer par-dessus ce qu'on va rajouter dans After Effects. Donc ça rajoutera également un petit peu de vie, même dans la réflexion de ce qui se passera sur l'écran. Ça peut être cool. Ok, donc là j'avais fait un matériau tout à l'heure pour checker que mon écran ne pénétrait pas, je vais l'éditer. Ok. Sur la couleur, je vais plutôt choisir un espèce de gris bleu, comme ça, pas trop saturé, ouais, un truc comme ça. La réflectance, ok, donc c'est le canal qui nous intéresse spécifiquement. Vous voyez que ici j'ai un calque, un layer, qui s'appelle défaut spécular, le voilà. Donc vous pouvez, si vous appuyez sur Shift, hein, vous pouvez afficher les deux éléments. Bah, techniquement, il est bien, sauf que ça me rajoute juste une spécularité et qui est fausse, puisque elle est basée sur l'ancien système de cinéma 4D. On n'est plus sur ce type de matériau, donc n'hésitez pas à le supprimer. Remove. Donc on obtient un matériau diffus, sans couleur, sans réflectance, sans rien. Donc je vais rajouter. Là, on n'a que la couleur qui s'exprime. Je vais rajouter un calque. On n'a qu'à prendre pourquoi pas du Beckman, le premier. Et là, vous voyez qu'on obtient un environnement qui est presque un miroir. Alors, ce sera plus miroir si vous enlevez la valeur de roughness. Ici. Okay. J'ai vu en tournant ma vue à un moment donné, alors je sais plus trop où c'est. Alors, ça doit être associé au roughness. Ici. Voilà. J'ai cette espèce de gros point lumineux. Il faut savoir que Cinema 4D possède une espèce de lumière automatique qu'on peut retrouver dans les options. Souvent un bon moyen pour la faire disparaître là, parce que bien évidemment si vous faites un rendu comme ça, vous allez vous retrouver avec ce gros point là sur votre image, sur votre réflexion, donc c'est pas joli. Donc à partir de là, vous pouvez la désactiver en rajoutant juste une light, n'importe laquelle. Elle n'est même pas nécessaire d'être forte, utile, d'autant plus que là on a des matériaux en luminescence. Donc vous pouvez la mettre n'importe où dans l'espace et à partir de là, vous voyez que dans mon rendu, je n'aurai plus cet impact-là. Et ça peut être intéressant. Parce que du coup, j'aurai une vraie profondeur associée à ma réflectance. Ok? Alors, je n'ai même pas activé les ombres, elle est juste là, cette lumière-là, pour virer ça. Dans les options, je crois qu'on doit pouvoir également le désactiver. Dans les options, avec le petit réglage ici. Option Default Light. Je crois qu'on peut la désactiver comme ça au niveau du rendu. Donc, je vais la désactiver par défaut. Et, et voilà, donc maintenant, il nous faudrait un environnement sur lequel refléter notre élément. Alors, vous allez me dire, ouais, mais là, on voit un parc, des arbres, un ciel, etc. Donc ça, c'est le matériau de base pour les réflectances dans Cinema 4D. Le problème, c'est que moi, j'aimerais bien avoir un contrôle précis de ce que je veux afficher dedans. Donc, je vais me créer un objet Sky.
Je crée un nouveau matériau, ici, double-cliquer sur ce matériau que je peux renommer Sky, et X-Sky, ok, Sky, ok, et à partir de là, je vais désactiver tous les canaux sauf la luminance, parce que je veux que ce matériau soit uniquement associé à l'exact pixel, c'est-à-dire ce que j'ai en entrée, c'est ce que j'aurai en sortie. Le problème du canal de couleur, c'est que c'est un canal de diffusion, donc il a tendance à être soumis à l'ombre, à l'ombrage, à la lumière, etc. La luminance, c'est de la lumière, techniquement. Ok. À partir de là, ici, en texture, il me faudrait un fichier qui fasse du 360 degrés, puisqu'on est sur un sky, et donc un fichier de type HDR. Alors, si vous avez votre Content Browser, vous avez rentré des informations, enfin, vous avez récupéré les bibliothèques en installant votre version de Cinema 4D, vous faites une recherche avec la petite loupe ici à HDR, et là, vous avez dans votre Content Browser un certain nombre de HDR disponibles. Si vous ne les avez pas, vous avez également un site qui est extraordinaire, qui s'appelle hdrihaven.com, où tous les HDRI sont gratuits, il en existe des tonnes. Vous en trouvez une qui vous semble bien par rapport au contenu de votre environnement ou de ce que vous voulez montrer dans les réflexions. Donc moi j'ai choisi par exemple celle-là, HDRI Skylight Garage. Ok. Et à partir de là, ben, on va la charger dans notre fichier dans Cinema 4D. Je reviens là-dessus. Donc luminance. Je vais récupérer mon fichier Skylight Garage 4K. J'ai pris la version 4K histoire d'avoir un peu plus de qualité. Open. Et donc, me voilà avec ma réflexion associée. Donc, on retrouve bien, vous voyez, les différents éléments reflétés dans notre smartphone. Ok, si je fais un rendu comme ça, vous allez voir ici, j'ai du bruit, c'est flouté. Par contre, j'ai un environnement. Cet environnement, il est peut-être super intéressant, mais je préférais avoir les réflexions, mais sans l'environnement. C'est-à-dire que le ciel ne soit pas visible. Ok, donc pour ça, on va juste rajouter une propriété sur notre sky, render tag compositing. Donc cette propriété nous permet beaucoup de choses, mais elle nous permet tout simplement aussi de dire que est-ce que c'est visible par la caméra. Et donc dans ce cas-là, je décoche, parce que moi je veux les réflexions, mais je ne veux pas au niveau du rendu mon garage. C'est juste pour nourrir un petit peu ma réflectance. Ok, ma réflectance, je la trouve un peu bruitée, donc je vais rentrer dans le matériau qui nous a servi à faire notre écran. Je ne l'ai pas nommé. Écran. Et dans la réflectance, on a mis du roughness à 5. Donc techniquement, si je voulais une réflexion qui soit la plus propre possible, je la mettrais à 0 et donc on aurait l'exacte qualité de notre garage là-dessus. Donc je vais quand même le laisser à peut-être 3%, histoire de quand même commencer à flouter un petit peu la chose ici. Par contre, en réflexion strength, j'ai pas besoin d'autant. Je vais mettre par exemple 30%. Ok, ça me semble déjà plus intéressant. Et par contre, j'aimerais bien casser ce côté. Alors, le layer sampling par défaut, il est assez bas, hein, donc vous pouvez augmenter. Vous voyez qu'il y a pas mal de grains, mais ça a tendance à rajouter la subdivision. Donc, bon, ici, je peux par exemple passer à 8. Et donc ici au niveau du rendu, voilà, j'aurai quelque chose qui sera peut-être un petit peu plus défini, en tout cas beaucoup plus défini. Bon, c'est pas trop long, donc je vais le laisser OK à 8. Très bien. Par contre, je trouve que c'est un peu trop régulier, ça reste un peu miroir. Donc si on pouvait faire en sorte d'atténuer ça par exemple un noise, un petit bruit, quelque chose qui va nous casser ça serait intéressant. Ok, donc je vais aller dans le Reflection Strength avec le petit triangle. Et ici, on peut charger une texture. Et en l'occurrence, ici, on va charger un noise de telle façon à travailler de façon un petit peu dynamique, paramétrique dans Cinema 4D. Et ici, vous voyez que j'ai un élément qui s'appelle un noise. Et là, vous voyez que à partir de là, je vois apparaître des tâches sur mon élément. Donc si je fais un rendu, j'obtiens un élément. Alors vous voyez que les tâches ne sont pas forcément raccord par rapport à ce que l'on voit ici, mais elles sont quand même bien présentes, hein.
pour peu que je rentre dedans. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le clipping pour venir, vous voyez, faire des contrastes beaucoup plus marqués. Donc là, je vais forcer un petit peu le trait en ramenant les valeurs hautes et les valeurs basses pour faire ce type de choses. Et là, vous voyez qu'on aura un résultat voilà, qui sera un peu plus en relation. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est que vous voyez que l'échelle n'est pas forcément raccord à l'aperçu que l'on a ici. Donc, dans ce cas-là, changer peut-être l'espace de texture à UV2D. Et normalement, là, je pense qu'on sera un petit peu plus raccord. Ok, donc là, c'est nickel. Ok, donc là, je reviens sur mon clipping de 0 à 100. Sauf que le bruit est pas génial. Il fait plus organique électronique. Et des noise, vous en avez pas mal dans Cinema 4D. Et notamment ici, vous voyez, vous pouvez cliquer sur la petite flèche au bout. Trouver tout un paquet de noise, du Voronoi, enfin, il y a plein de choses. Et celui-là, le Cell Noise, fait plus écran, à mon avis. Donc, m'intéresse peut-être un petit peu plus. Bon, l'échelle est trop grosse, des carrés, si on considère que c'est des pixels, donc peut-être un global scale de, je sais pas, 4%. Ok, là ça devient intéressant. Mais mes contrastes sont peut-être un peu trop marqués entre noir et blanc. Donc ici peut-être un gris et un gris plus clair. Voilà, c'est être subtil, c'est juste ramener quelque chose qui va casser un peu le côté trop marqué de notre réflexion. Ok, à la limite, vous pouvez même, si vous le voulez, colorer, pourquoi pas, légèrement vos éléments, puisque rien ne vous empêche de le faire dans la réflectance. Et ici, je vais choisir un bleu peut-être un petit peu plus contrasté. Ok, c'est un peu fort. Alors, peut-être conserver ces valeurs-là, mais avec un delta. C'est le range dynamique qu'il y a entre les deux valeurs. Ici, peut-être le mettre à 30%. Pour obtenir quelque chose qui soit un petit peu plus subtil. C'est pas le cas. Moi, je vais remonter un petit peu mon contraste et le baisser un peu ici. Voilà, je veux que ce soit subtil, mais en tout cas, ça va me permettre de casser un peu le côté trop miroir là-dessus. Bah écoutez, franchement, le résultat est déjà plutôt pas mal. Vous voyez que là, on aura des belles réflectances. Si vous faites tourner votre objet dans l'espace, on va essayer de trouver un truc. Voilà, par exemple, ici, on a un feu. Voilà, c'est des choses qui vont nourrir un petit peu votre rendu et se rajouter par rapport au film qu'on mettra dans. Là, ça peut être cool, par exemple, ici. Ouais, c'est plutôt sympa. Ok. Euh, Très bien. Donc voilà pour la partie modélisation. Je pense que maintenant on va pouvoir attaquer la seconde partie qui sera la mise en place de la caméra et de l'animation proprement dite et de la préparation pour l'envoi dans After Effects. Allez, à tout de suite.